Odile Ezerzer, Arthur Jacquemin et Aurore Pinon-Jacques à venir sur la table ronde, s'il vous plaît. Justement, nous allons parler de l'innovation technologique. Peut-elle faire évoluer le comportement des femmes vis-à-vis de l'épargne? Vous pouvez venir sur la belle table ronde. N'hésitez pas à venir. C'est la dernière table ronde et je vous invite aussi à rester. À 16h30, nous remettrons le prix de l'InsurTech de l'année. Et qui sera les élus des InsurTech de l'année? Nous le serons à partir de 16h30. Êtes-vous prêts, messieurs, dames? C'est parti, installez-vous. David, je te laisse la parole en intro. Bonsoir à tous et à toutes. Déjà, bravo d'être encore là, parce que je pense qu'une journée de conférence, c'est assez long. Même si on est assis, au bout d'un moment, on a besoin de respirer. Donc, merci d'être présent. On a choisi un thème qui n'est pas facile, parce que dès qu'on parle de genre, on peut commencer à crisper, il y a des stéréotypes. Enfin, vous verrez, on va essayer d'expliquer les choses avec nos mots, mais en étant toujours assez objectif dans la manière de présenter. Donc le thème sur lequel on a voulu intervenir aujourd'hui sur cette table ronde, c'est est-ce que l'innovation technologique peut faire évoluer le comportement des femmes vis-à-vis de l'épargne? Alors évidemment, si on dit ça, ça veut dire qu'il y a potentiellement un comportement différent. Et donc c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. J'ai le plaisir d'être bien entouré. On a eu des séances de préparation très intéressantes. Donc je vais laisser chacun peut-être se présenter dans l'ordre. Donc d'abord Doria Cherkaski, qui travaille avec moi chez Prévoir Vie, qui est directrice marketing et communication. Arthur, qui travaille à la bienveillance financière, fondateur de la bienveillance financière. Odile Ezerzer, qui est directrice épargne chez Massif. Et puis Aurore Jacques, qui est fondatrice de Goodvest. Donc on va essayer d'illustrer ce concept. Ce que je vous propose peut-être, c'est rapidement présenter vos maisons les uns les autres en vraiment 1 minute max pour qu'on n'empiète pas trop. On commence par... Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Aurore Pinon-Jacques et je suis cofondatrice et directrice marketing, Chief Marketing Officer de Goodvest. Donc Goodvest est un acteur de l'épargne responsable. C'est plus précisément une fintech qui a fait son démarrage commercial en 2021 avec la particularité d'avoir une méthodologie d'investissement engagée pour l'environnement et également sur les plans sociaux. Donc on a proposé en 2021 la première assurance vie alignée sur les objectifs de l'accord de Paris notamment. Et l'investissement au féminin est un sujet qui nous touche particulièrement puisque en tant qu'entreprise à mission, avoir une clientèle parfaitement paritaire fait partie de nos objectifs. Aujourd'hui, on est très fiers de remplir cet objectif quasiment en totalité, puisqu'aujourd'hui, 49% de notre clientèle est composée de femmes. Donc, je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous pour échanger sur les sujets de l'investissement et des comportements des femmes vis-à-vis de l'épargne en lien avec l'innovation technologique. Donc, bonjour à tous. Donc Odile Ezerzer, je suis directrice finance épargne à la Massif. La Massif, leader d'assurance auto, ça je pense que vous la connaissez tous, avec 5,8 millions de sociétaires. La Massif, tout ce qu'elle assure, elle le finance, par du crédit ou par l'épargne, et notamment de l'assurance vie. Donc on a 1,2 million de sociétaires qui nous ont fait confiance pour leur assurance vie. Et puis j'ai aussi eu l'honneur et le plaisir de participer à la rédaction du livre blanc Femmes, Revenus, Épargne et Patrimoine avec Doria. Et je vous en dirai plus tard. Alors Doria Cherkaski, je suis directrice marketing communication de Prévoir. Prévoir, c'est une compagnie d'assurance ancienne, très ancienne, 110 ans, qui distribue de l'assurance de personnes selon 2 modèles de distribution, une distribution marque blanche et une distribution réseau salarié, donc conseillers salariés qui se rendent au domicile des clients
Et c'est par ce réseau de distribution que l'on distribue de l'épargne. Alors dans notre portefeuille juste et dans nos conseillers salariés, finalement, on a une proportion plus importante de femmes. Et donc on verra après comment on travaille avec. Bonjour, moi ravi d'être parmi vous aussi aujourd'hui. Donc Arthur Jacquemin, moi je suis le fondateur de La Bienveillance Financière, une fintech entreprise à mission depuis début 2024 également. Nous, notre vocation, c'est de propager l'ingénierie patrimoniale et donc cette approche globale, juridique, fiscale, financière, immobilière et humaine, autrefois réservée aux seuls clients de la gestion de fortune, de voir comment on peut la propager plus largement. Ce qu'on vous propose peut-être pour démarrer la table ronde, c'est de faire un petit panorama. On a préparé quelques slides juste pour remettre un peu les idées d'écart à tout le monde et sortir des stéréotypes. Alors peut-être, qu'est-ce qu'il faut que je regarde pour repasser les slides? Ah, là-bas, d'accord. Donc c'est bon, on peut passer le slide. Peut-être la première chose que l'autre que j'aimerais dire, c'est qu'en fait finalement, dès qu'on parle de femmes, de patrimoine, d'argent, on a des faits qui sont assez tenaces. Et dans ces faits tenaces, il y a déjà les stéréotypes. Il y a clairement des stéréotypes de genre. Alors les choses évoluent avec le temps, évidemment. Hein, vous verrez quand on va parler, vous allez dire oui, mais non, c'est pas comme ça chez moi. Et puis les jeunes filles, oui, bien sûr. Mais globalement, on a des stéréotypes de genre qui sont inculqués finalement dès l'enfance, qui vont conditionner des choix professionnels, qui vont derrière conditionner peut-être des écarts de revenus. On voit aujourd'hui qu'on a des écarts de revenus de plus de 20%. Entre les hommes et les femmes, et à métier équivalent, on a des écarts de l'ordre de 15%. Ça, c'est un fait. On regarde les études de l'INSEE, par exemple, ben vous retrouvez en fait ces quelques chiffres. On voit aussi que le couple, ce n'est pas forcément un lieu qui protège les femmes au niveau de l'épargne. Et l'arrivée des enfants fait que souvent, l'éducation va reposer plus sur la femme, qui va assumer davantage les charges familiales. Et quelque part, ça va avoir un impact sur la carrière, sur les temps de travail, et donc du coup sur la retraite demain. Donc là aussi, ça creuse encore les écarts de revenus, et donc derrière la capacité à se constituer un patrimoine personnel. Et ça va perdurer, et donc grosso modo, on va le retrouver au niveau des faits, et avoir une certaine perpétuation finalement dans le temps, avec évidemment une évolution qui va bouger. Sur le slide suivant, juste quelques chiffres qui vous montrent les écarts de revenus et les écarts de patrimoine. Donc grosso modo, si on regarde la période 1950 à nos jours, vous avez un salaire annuel moyen des femmes qui a été multiplié par presque 5, alors que celui des hommes a été multiplié par 3,6. Mais on démarrait de tellement loin que les écarts de revenus aujourd'hui sont encore importants. Dans des études de l'INSEE sur les revenus, vous voyez qu'en 1995, le salaire annuel moyen des femmes était de l'ordre de 28% inférieur à celui des hommes. Aujourd'hui, on est autour de 20%. Et vous avez en bas les montants. Le revenu annuel moyen d'une femme, c'est 26 000 euros, contre 31 000 pour un homme, avec un impact évidemment sur la retraite. Alors là, on parle des retraites de droit direct. Ça n'inclut pas les réversions. Et donc, on le retrouve aussi sur les patrimoines. Le patrimoine, aujourd'hui, en France, il est influencé par deux éléments. Il y a la structure familiale, être seul, en couple, famille monoparentale, ça a un impact sur le patrimoine, et aussi par le sexe de la personne référente du ménage. Donc vous avez un patrimoine moyen des ménages en francs de l'ordre de 240 000 euros, avec une médiane à 117 000, c'est des sources de 2018. Un couple sans enfant, on est autour de 180 000, une personne seule, 61 000. Et si vous regardez maintenant l'effet sexe dans le patrimoine, il y a un écart qui est important. Et cet écart se creuse avec le temps. Dans les fin des années 90, l'écart de patrimoine, l'écart moyen de patrimoine entre un homme et une femme est de l'ordre de 7 000 euros. Aujourd'hui, on a des écarts qui sont plutôt autour de 24 000 euros. Donc on a des faits objectifs, des chiffres qui montrent ces différences. Alors ces écarts, ils s'expliquent, slide suivant, par plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'évidemment, comme on a des écarts de revenus, on a des écarts de patrimoine, et tout ça, ça s'explique par différents éléments. Si vous pouvez mettre le slide, s'il vous plaît. Merci. On a clairement aujourd'hui deux éléments constitutifs qui expliquent ces écarts revenus et patrimoine. Le premier, c'est l'emploi du temps, c'est-à-dire le partage du temps entre le temps rémunéré
et le temps gratuit, qui est le temps consacré au foyer, et puis les moments de vie, les moments, l'éducation, le mariage, le divorce, l'arrivée des enfants, des périodes de chômage aussi. Tout ça conditionne les revenus et donc forcément la capacité à épargner. Et puis derrière tout ça, il y a clairement des choses qui sont ancrées dans la société. Ce sont les facteurs sociologiques, les facteurs familiaux ou les facteurs réglementaires. Slide suivant. Juste pour illustrer, j'ai pas la zapette. Merci. C'est vraiment ici très, très synthétique, mais grosso modo, quand on regarde sur les facteurs sociologiques, on peut mettre en avant le fait que dans l'éducation, naturellement, les femmes ont été plutôt orientées sur des choix professionnels qui les amènent sur des métiers un peu moins rémunérateurs, dans les services, dans l'éducation, dans la santé, ce qui n'est pas forcément le cas des hommes qui ont des métiers à plus forte responsabilité. À compétences et à postes équivalents, on a encore aujourd'hui des écarts de revenus estimés à 4% sur l'INSEE. Donc on a des facteurs sociologiques qui sous-tendent en fait ces écarts. Deuxième élément, ce sont les facteurs familiaux. Et là, les facteurs familiaux, c'est compliqué parce qu'effectivement, même si la réglementation a bougé dans le temps, en fait, finalement, dans les structures familiales, on a encore des éléments très forts. Par exemple, quand il s'agit de faire transmettre le patrimoine, dans les donations, il y a plus souvent des donations sur les fils que sur les filles. Et il y a une volonté de ne pas splitter les patrimoines dès que ce sont des patrimoines, les maisons de famille, une entreprise ou des terres, de les transmettre plutôt au fils qu'à la fille dans l'organisation patrimoniale. Et la famille structure ça, mais aussi toute l'organisation officielle, les notaires par exemple, pour éviter les querelles de famille, auront plutôt tendance à ne pas séparer le patrimoine et à trouver des arrangements familiaux. Donc ça, c'est un autre élément qui explique ces écarts. Et le troisième élément, ce sont les facteurs réglementaires. La réglementation a beaucoup bougé. Si on prend je dirais le code Napoléon où la femme mariée redevenait mineure, hein, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus accès à la gestion de son patrimoine, quand bien même il avait été hérité de ses parents. Et c'est quand même qu'en 1965 où une femme a eu le droit d'ouvrir un compte bancaire personnel. Donc on voit bien qu'on a des éléments très forts et que même si la loi a changé, finalement, dans les mentalités, dans la manière de peut-être de penser le rôle hommes et femmes, tout ça perdure encore dans la société. Et peut-être juste très rapidement les slides suivants. C'est en termes de chiffres, vous voyez aussi que dans les structures familiales, les choses ont bougé. L'âge moyen au mariage aujourd'hui, c'est 37 ans pour les femmes. C'était 24 ans en 1970. Alors que l'âge moyen de mise en ménage a peu évolué, de 21 à 22 ans pour faire simple. En même temps, l'espérance de vie a beaucoup bougé, notamment pour les femmes, même si les écarts n'ont pas évolué. Et puis peut-être aussi, dans les mariages, 45% des mariages se soldent par un divorce. Et là aussi, le divorce est un facteur de précarité pour les femmes. On s'aperçoit qu'il y a une baisse de niveau de vie qui est supérieure à 25% en cas de divorce. Et ça impacte principalement les femmes. Donc voilà un peu la big picture qu'on voulait faire simplement pour vous présenter un peu et remettre tout le monde au niveau. Alors, ce qui est intéressant, tout à l'heure, Odile a présenté l'étude Parité Assurance. Et cette étude Parité Assurance, ce livre qui a été publié, il s'assoit sur des études qui ont été menées à la fois chez Prévoir, sur les clients, et sur le réseau côté massif. Et du coup, je vous cède la parole pour présenter peut-être les principales conclusions. Alors effectivement, côté Prévoir, on a réalisé une enquête auprès de 1000 personnes, auprès du grand public, donc avec effectivement un échantillon représentatif, plutôt famille, à partir de l'âge de 18 ans, une bonne répartition homme-femme, et on s'est attaché à regarder les différences de comportement entre les hommes et les femmes, s'il y en avait, quant à leur capacité d'épargne, leur motif d'épargne, et puis un peu l'éducation financière ou l'intérêt qu'ils avaient, ces populations, vis-à-vis de l'épargne et le rapport au risque. Alors effectivement, on s'est aperçu, slide suivant s'il vous plaît, on s'est aperçu... slide encore après. Voilà, on s'est aperçu qu'il y avait quelques différences. Et que alors l'ensemble des hommes et des femmes épargnent. Cependant, les hommes ont une tendance à épargner plus régulièrement, puisque effectivement, dans les résultats de l'étude, 65% des hommes épargnent régulièrement contre 48%. Donc là, on voit bien un écart considérable entre les deux.
Quant à la part de revenus qui est consacrée à l'épargne, on s'aperçoit que 35% des personnes qui ont épargné, des hommes qui ont épargné, consacrent, des femmes pardon, qui ont épargné consacrent moins de 5% de leurs revenus à l'épargne contre 25%. Donc il y a vraiment un écart de 10 points entre les deux et cet écart s'inverse, c'est-à-dire plus la part de revenus est élevée et plus la proportion d'hommes est importante. Donc ça, c'est ce qui concerne notre capacité d'épargne. En ce qui concerne les motifs d'épargne, effectivement, on est plus sur une épargne sur le long terme. Alors les deux sont intéressés effectivement comme objet d'épargne, la retraite et la précaution. Mais la proportion d'hommes qui épargnent sur le long terme et dans un objectif de transmission et également pour préparer leur retraite est plus importante. Les femmes vont plus être sur la précaution et puis surtout sur une problématique, un coup dur en cas de problème de santé ou en cas de coup dur. Donc là aussi, on a un écart qui montre que finalement, les hommes sont plus dans une stratégie d'investissement que les femmes qui sont plus sur l'épargne court terme. En ce qui concerne l'intérêt et le rapport au risque, là c'est le troisième point. Donc effectivement, tout ce qui concerne l'épargne vis-à-vis de l'immobilier, les actions, les livrets d'épargne, l'assurance vie, finalement on s'accorde à dire que les deux populations sont intéressées par ces types de produits ou de ces types d'épargne. Cependant, on voit un intérêt plus particulier et plus important sur l'assurance vie et les actions du point de vue masculin. Et quant au rapport au risque, en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, il y a quelques différences. Mais là où il y a un véritable écart, finalement, c'est que les femmes vont déclarer plus naturellement et de façon plus importante qu'elles ne savent pas ou qu'elles ne connaissent pas ou qu'elles ne peuvent pas identifier le risque, le rapport rentabilité-risque. Voilà, donc là, on a, côté prévoir et grand public, sorti un certain nombre d'éléments. Je vais passer la parole à Odile sur la partie réseau. Merci Doria. Alors on s'est posé la question, voilà ce que l'on peut voir dans la population française, mais si je m'adresse à des collaborateurs avertis, par exemple d'une compagnie d'assurance vie, par exemple au sein de la Massif, est-ce qu'elles vont se comporter de la même façon? Elles sont averties, elles baignent toute la journée dans l'assurance vie, ces populations, donc est-ce qu'elles vont réagir de la même façon? Mais finalement, oui. Oui, c'est-à-dire que, alors bien sûr les taux d'épargne ne sont pas les mêmes, je dirais bien sûr que dans la population française. L'équipe en question, elle est basée donc à Niort, avec les rémunérations moyennes qui sont celles de personnes qui travaillent dans le tertiaire. Donc, hommes et femmes épargnent plus que dans la population française. Mais il y a toujours ces 10 points d'écart entre la capacité d'épargne des femmes et la capacité d'épargne des hommes. On voit que les hommes épargnent plus, 10 points de plus d'hommes qui épargnent plus de 5% de leurs revenus annuels. Donc ça, c'était notre premier constat. Voilà. Quel que soit visiblement le milieu dans lequel on évolue, les femmes épargnent moins que les hommes. Ce qui nous a paru intéressant aussi, c'est de regarder les motivations d'épargne. Et là, on va retrouver exactement la même chose que dans la population française, ou presque. On a toujours les mêmes motifs d'épargne. Et ça, c'est super, parce que parfois, on dit, oui, mais les Français, ils ne comprennent pas bien l'éducation financière, ils comprennent très bien. Pourquoi est-ce qu'ils mettent de l'argent de côté? Ils mettent de l'argent de côté par précaution, comme tu le disais. Ils mettent de l'argent de côté pour leur retraite. Il y a quand même voilà, un déficit chez les femmes de capacité à mettre de l'argent de côté pour leur retraite, mais elles voient bien que c'est un objectif. Et puis, pour faire un achat important. C'est sur le quatrième motif qu'on va diverger, où là, les femmes vont être beaucoup plus sensibles à mettre de l'argent de côté pour leur famille, pour les autres, pour donner un coup de main. En tout cas, c'est ce que l'on a pu constater. Si on regarde maintenant leur vision des produits, alors en effet, ça c'est très, très rigolo et ça marche aussi dans donc, les salariés de l'assurance vie de la Massif.
cette proportion que peuvent avoir les femmes, et propension qu'on retrouve aussi dans l'étude Gender Gap qui a été faite par l'AMF l'an dernier, c'est cette propension qu'ont les femmes à dire « je ne sais pas ». En fait, le Bitcoin, je ne sais pas. Intéressant, pas intéressant, risqué, pas risqué, je ne sais pas. Voilà, je vous invite à lire l'étude de l'AMF qui est très intéressante sur la notion de « je ne sais pas » en fait, qui pourrait être genrée. C'est... voilà, au global, hein, l'AMF indique que les deux connaissent à peu près aussi bien les produits financiers, les deux populations, hommes et femmes, mais il y en a un qui dit je sais pas et l'autre qui dit moi je sais pas. Mais donc nous c'est ce qu'on constate aussi à la Massif. Mais donc ça c'est un autre point. Et puis le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est cette notion de la rentabilité et du risque. Et je la trouve particulièrement intéressante sur le risque. Finalement, un livret A, tout le monde est d'accord pour dire, que c'est pas rentable, pas très rentable. Et les actions, tout le monde est d'accord pour dire ouais, c'est plus rentable, mais c'est plus risqué. Et ce que l'on voit au travers des questions que l'on pose, c'est que finalement, il est probable que parce que les femmes épargnent moins, leur appétit et leur vision du risque n'est pas la même. Oui, le couple rendement-risque du livret A, il est plus intéressant que celui des actions pour une femme que pour un homme. Donc là où finalement un homme peut considérer, alors on est toujours dans des moyennes, hein, que le risque est payé, qui vaut le coup, voilà, la rentabilité future vaut le coup de prendre des risques, les femmes ne vont pas le considérer. Et ça, qu'elles travaillent dans l'assurance vie ou pas. Donc ça, c'était ce qui ressortait de notre étude et qu'on a trouvé particulièrement instructif, notamment à la lumière de cette étude de l'AMF sur le gender gap. Et maintenant, on arrive directement presque dans notre sujet qui va être, bon, voilà, on fait un constat, mais alors les technos, est-ce qu'elles vont pouvoir nous aider ou pas ? Justement, on va laisser la parole peut-être à Arthur de regarder par rapport à l'activité de la bienfaisance financière. Quels sont vos constats sur une population plutôt senior ? Et comment on peut accompagner, comment vous faites pour accompagner justement je dirais les hommes mais aussi les femmes sur leur patrimoine ? Oui, exactement. Donc nous, vous l'avez compris, la bienveillance ne s'adresse que à des professionnels de la gestion de patrimoine. Donc on gère des dossiers clients de banquiers, d'assureurs, de banquiers privés, d'asset managers, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, donc, on suit ces choses-là parce que ça fait partie de nos 3 engagements dans le cadre de notre entreprise à mission. Et donc sur ce gap-là, on a des généralités puis des choses après sur la thématique. Nous, pour vous dire que, encore une fois, on n'est pas sur une population représentative, un échantillon représentatif de la population, on est plutôt sur des seniors, comme vous l'a dit David. Donc nous, la moyenne, c'est 64 ans. Ils ont 1,2 million d'euros de patrimoine tout compris et ils ont 2,2 enfants. Voilà, donc ça, c'est des constats qu'on peut faire après. Et ensuite, on s'est intéressé, du coup, alors c'est quoi les écarts ? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc ce qu'on a vu, c'est que les écarts restent. Donc nous, c'est un peu une cible traditionnelle, on va dire. Ils sont mariés dans 76% des cas. Il y a un écart de revenus de 29% entre les hommes et les femmes. Il y a un écart de patrimoine chez nous de 25% et dans la pension retraite de 33%. Donc vous voyez que nous, on est bien dans ces chiffres. On voit bien que chez les seniors, on retrouve les constats que vous avez faits. Mais après, nous, on va plus loin, parce que nous, à chaque fois, on essaie de trouver des solutions à la fois technologiques et liées à notre métier, qui est l'ingénierie patrimoniale. Alors déjà, première chose sur laquelle on s'est intéressé, c'est de se dire 62% des clients qui commandent une recommandation via leur conseiller, ce sont des hommes. Donc déjà, nous, on s'est amusé à essayer de se dire, est-ce que ça vient vraiment effectivement seulement des clients finaux, et en fait on est en train de s'apercevoir avec nos réseaux que parfois c'est un biais qui est chez les conseillers. Donc je reviens sur ce que disait Odile et c'est très intéressant parce que même souvent le réflexe dans un réseau bancaire peut être tout simplement de dire si je ne connais pas bien mes clients, la première chose que je vais faire c'est de m'adresser finalement à l'homme en partant du principe que c'est lui qui a besoin d'être accompagné. Donc premier constat, un travail à faire aussi sur les conseillers quand on fait cette approche globale.
Deuxième chose aussi que nous, on voulait, par rapport à ce que disait David tout à l'heure, où on voulait faire attention sur peut-être des idées reçues, mais en même temps, important de dire aussi les fondamentaux, c'est de rappeler comment, en ingénierie patrimoniale, l'importance du mariage. Lorsqu'on est en couple, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir du mariage, le choix de son régime marital, que ce soit en transmission, en cas de divorce, que ce soit au moment d'exercer sa retraite, la pension de retraite, la pension de réversion, etc. Donc, juste un constat qu'on voit, nous, c'est pour ça que c'est très important parfois de rappeler les fondamentaux et comment, encore une fois, la solution, elle n'est pas, je reviens sur les produits que vous aviez cités, qui sont celles que tout le monde connaît, notamment l'assurance vie. On voit bien que c'est bien une réponse globale. Et dernière chose, avant qu'on parte vraiment sur la partie solution technologique, et je donne la parole, c'est nous, on voit bien aussi que quasiment 100% des clients qui ont bénéficié d'une approche globale, c'est-à-dire d'une approche conseil qui permet de mettre en avant les solutions, à travers des solutions de conseil augmenté qu'on propose, en fait, ils passent à l'action. Et en fait, la première chose que nous disent les conseillers, c'est premièrement, on présente leurs recommandations patrimoniales, donc la liste des solutions juridiques, fiscales, financières qui permettent d'adresser un moment de vie, ils la présentent au couple. On s'aperçoit effectivement qu'en rendez-vous, les questions ne sont peut-être pas les mêmes, mais parce que le conseiller fait la restitution du travail d'ingénierie patrimoniale qui est fait chez nous au couple, donc à monsieur et madame en même temps, quasiment tous, non seulement ils investissent plus, mais ils vont même sur des solutions un petit peu plus sophistiquées. Donc, je dirais, pour préparer la réponse après, on voit bien que l'approche patrimoniale, l'ingénierie patrimoniale augmentée, l'approche par le conseil, on peut le dire de plein de façons différentes, on voit bien que ça permet d'adresser quand même une partie du problème. Est-ce que tu partages les mêmes constats ? Chez Goodvest, on est sur une population cible qui est quand même assez différente, puisqu'on est sur une population beaucoup plus jeune, en moyenne à 35 ans, mais donc ça va être intéressant justement de pouvoir comparer ça. Tu parlais notamment du différentiel en termes de patrimoine. En fait, on a exactement le même niveau, 25% de différence de patrimoine financier entre les hommes et les femmes. C'est ce qu'on voit chez nos clients, donc c'est intéressant de voir ça pour commencer. Et on a aussi parlé de l'approche du couple rendement-risque. Et là, encore une fois, les faits sont têtus. Nos clientes ont tendance à avoir des profils de risque beaucoup plus conservateurs que ces messieurs. Donc ça rejoint le constat qui a été fait à la fois dans les études et à la fois par Arthur. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a évidemment un héritage dont on a déjà parlé. Les hommes ont pu capitaliser depuis beaucoup plus longtemps que les femmes. 1965, si c'est l'année à partir de laquelle les femmes ont pu ouvrir un compte bancaire sans l'accord de leur père ni de leur mari, évidemment qu'en 2024, les conséquences sont encore présentes. Et la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on adresse ça ? Je pense que chez Goodvest, on est plutôt bien placé pour aborder cette problématique-là, puisque, comme je l'expliquais au début, aujourd'hui, on a quasiment la moitié de notre clientèle qui est composée de femmes. On nous demande, mais comment est-ce que vous faites ? Je pense qu'il y a un élément qui est très simple et qui finalement ne repose pas nécessairement sur la technologie. Je suis désolée si je sors du cadre de la thématique de la table ronde, mais c'est tout simplement qu'il faut leur parler, en fait. Les acteurs de l'investissement, les acteurs financiers, ont très peu adressé directement la population féminine. Alors qu'est-ce que ça veut dire, s'adresser directement aux femmes ? Ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire s'adresser en des termes qui ne sont pas forcément jargonneux. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que je n'ai pas encore mentionné. On a fait une étude également, pas uniquement sur nos clients, mais sur un échantillon représentatif de la population française. Et on a constaté une chose, et ça rejoint ce qui a été dit un peu plus tôt, c'est que, alors effectivement, les femmes ont beaucoup plus tendance à dire « je ne sais pas » ou « je sais moins » à propos des sujets financiers. Et ce qui est d'autant plus intéressant que quand on leur demande « mais aimeriez-vous en savoir plus sur les sujets financiers ?» elles sont beaucoup moins nombreuses que les hommes à répondre « oui ». Donc en fait, il y a un manque d'appétence qui a un héritage historique et social, comme on vient de l'évoquer. Donc, en tant qu'acteur du secteur de l'investissement, c'est aussi notre mission et notre rôle de pouvoir se dire, non seulement on doit faire de la pédagogie financière, mais on doit aussi faire de la pédagogie financière auprès d'une population qui est moins appétente vis-à-vis de l'investissement. Donc chez Goodvest, on fait pas mal de choses, encore une fois, qui ne reposent pas nécessairement sur la technologie.
On diffuse beaucoup de contenu entièrement gratuit. On a créé l'école de l'investisseur qui reprend vraiment le b.a.-ba de l'investissement et qui s'adresse absolument à tout le monde. Et à côté de ça, on développe aussi des événements annuels qui s'appellent Elles investissent et qui sont consacrés donc à l'investissement au féminin. Qu'est-ce qui change finalement dans ces contenus-là? Ils s'appellent Elles investissent, pour commencer, et on essaie d'avoir un panel d'intervenants ou d'intervenantes à minima paritaire et de préférence avec une majorité de femmes. Et finalement, ça s'arrête là. On n'est pas là à l'entrée du webinaire ou à l'entrée de l'événement à dire non messieurs, vous ne rentrerez pas. Mais le simple fait de dire cet événement, il est pour vous, il vous est entièrement consacré, ça fait déjà une énorme différence. On leur dit voilà, vous êtes légitime de vous intéresser à ces sujets-là. Et je vois qu'on est déjà... Merci. Comment on peut finalement aider à développer la culture financière ou l'éducation financière? Quand on a préparé la table ronde, quand on a échangé, on avait des approches différentes. On avait un peu des pistes travaillées sous une forme de jeu que Parité Assurance souhaiterait développer. Je pense que c'est intéressant qu'on en parle parce que là, on parle de non-technologie, parce que c'est à peu près le terme que tu as cité. Puis après, de regarder peut-être sur la partie technologie avec les nouvelles technologies. Est-ce que les chatbots, les IA génératives, est-ce que ça peut aider? Est-ce qu'il y a une appétence aussi pour les mettre dedans? Donc, est-ce qu'on peut faire un peu le parallèle peut-être entre ce jeu traditionnel et puis après de regarder plutôt avec les nouvelles technologies ce qu'on pourrait faire? Alors, effectivement, à l'issue du livre blanc, nous avons prévu une plateforme de 30 recommandations et qui s'adresse vraiment à tous. Les professionnels de la finance, les conseillers patrimoniaux, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, les notaires, les avocats, bien sûr les professionnels de l'éducation, les fédérations de parents, les fédérations professionnelles, les syndicats, la RH en général en entreprise. Bref, tous ceux qui croisent une femme un jour ou une jeune fille et qui peuvent lui dire ton temps partiel, ouais, ok, t'en as parlé avec ton compagnon, comment ça va s'organiser? Donc on voit que ouais, ton choix de carrière, ok, super, t'as pensé à l'argent? On voit qu'il y a énormément tous les gens que vous croisez, vous et tous les gens que vous croisez, si en sortant de cette conférence, demain, après-demain, vous en parlez un petit peu de ce sujet-là, on voit que tout le monde peut être concerné pour cette prise de conscience. Et nous, pour ce jeu, on a pensé notamment au personnel éducatif, parce qu'il y a eu cette demande, c'est un jeu tout bête, genre jeu de plateau, un jeu de société. Un jeu de société tout bête, avec des cartes qu'on tire et des pions on avance, et on voit qu'à chaque fois qu'on fait un choix, temps partiel, régime matrimonial, je me marie pas, les dépenses, on va les partager comment? En deux forcément. Ah d'accord, et les recettes, on les partage comment? Tu gagnes plus forcément, puisque moi je vais être à temps partiel. Donc on se sépare, on fait quoi? Tu gardes la voiture, bien sûr, vu que c'est toi qui l'as payée, etc., etc. Et grâce à ce jeu, ou pas, on va voir simplement les choses. Maintenant, c'est un jeu qui est non technologique à ce stade, et il y a plein d'autres idées que vous avez peut-être l'un et l'autre et que vous pouvez développer. Oui, bien sûr, alors, nous, comme vous, encore une fois, on croit beaucoup depuis le début à l'équilibre entre l'expertise humaine et la technologie chez nous, qui repose évidemment beaucoup sur l'intelligence artificielle. Pour vous donner un exemple dans les deux camps, et encore une fois, pour ne pas opposer les choses, un exemple très concret sur le recrutement, nous, 50% de nos ingénieurs patrimoniaux sont des femmes. Et on fait très attention, ça fait partie de nos engagements. On a signé la charte de la diversité. Voilà, on sait que c'est important, l'équilibre homme-femme. Et puis bien sûr aussi, école de commerce, université, formation parisienne, formation dans les territoires. Donc pour la partie RH, mais je reviens maintenant sur la partie technologique. Nous, il y a une chose dont on est très très fiers, c'est qu'en fait, le concept du conseiller augmenté, donc le conseiller traditionnel augmenté, de la technologie et de solutions qu'une fintech peut proposer, ça permet notamment l'égalité des territoires. Donc nous, on a un champ d'exploration qui est assez extraordinaire avec le Crédit Mutuel de Bretagne. Et c'est vrai que nous, on voit bien que, comme nous, moi, je ne crois pas beaucoup au self-service. Je crois beaucoup, depuis le départ, qu'en fait, la clé pour toucher plus de monde et pour avoir un vrai impact,
c'est de passer par les conseillers. Hein. Vous l'avez compris, nous on a un modèle B2B2C et donc pour aider les conseillers à intervenir de la même façon, nous grâce à la solution qu'on met en œuvre, qu'un client, qu'une femme, une mère célibataire, elle soit dans une grande ville ou qu'elle soit dans un petit village de Bretagne de 10 000 habitants, elle accède à une approche globale. Donc c'est important de montrer aussi que cette technologie, son accessibilité, y compris à des horaires aussi, vous savez le fameux tunnel d'une maman entre 18h et 20h, etc. Donc c'est important aussi l'accessibilité, ça peut paraître très simple, mais ça passe aussi par là. Et puis c'est aussi, nous, tout ce qu'on appelle la pédagogie financière, parce que ce que la technologie permet, et notamment l'IA générative, mais pas que, c'est aussi de faire très attention. Dans notre industrie, on a très vite tendance à utiliser des termes techniques. Alors oui, il y a une culture patrimoniale et budgétaire qui est faible, mais on est aussi une industrie qui a tendance à beaucoup utiliser de jargon, réglementaire, mais pas que. Et donc nous, on a beaucoup travaillé aussi à ce que on puisse s'exprimer en français avec des schémas, avec des vidéos, avec des explications, avec des exemples chiffrés, ultra personnalisés. Et ça nous semble aussi très important. Et ça, c'est vraiment des choses que la technologie maintenant permet. Juste pour vous donner un exemple, hein, quand on nous dit qu'on a 1,2 million de patrimoine chez les clients de nos clients, donc utilisateurs de nos services, dans la gestion de fortune, normalement, pour accéder à un ingénieur patrimonial, c'est plutôt des clients dans les réseaux traditionnels qui ont plusieurs dizaines de millions d'euros de patrimoine. Donc la technologie permet vraiment, de façon rentable, profitable, de permettre cette approche globale. Et encore dernier point, pour aller vite, c'est aussi le fait qu'encore une fois, quand on explique aux gens, aux couples, en même temps, de façon déjargonnée, leur enjeu par rapport à un moment de vie. Je reviens sur ce que tu dis, mais c'est exactement ça, hein, comment préparer un divorce, une séparation, une maladie dans le couple, la naissance d'un enfant, l'arrivée des petits-enfants, la gestion des familles recomposées. Je pourrais vous en parler comme ça, donc je vais arrêter mes exemples, vous l'avez compris. C'est très important que soit capable d'adresser tous ces moments de vie, mais par une approche, encore une fois, conseil, et que les produits soient le résultat, et pas simplement parfois un peu, on va le dire quand même, le point de départ de la relation entre un conseiller et un client. Je te suis complètement sur ces deux points. Déjà, l'accessibilité qui effectivement est assez simple, mais qui aujourd'hui est permise notamment parce que tout ce qui est visioconférence, webinaire en ligne, etc., c'est complètement démocratisé et ça permet d'aller toucher beaucoup plus de personnes. Et également sur la brique pédagogique, on n'a pas encore énormément parlé de l'intelligence artificielle, mais on avait évoqué le sujet lors de nos réunions de préparation. Quand on parle de pédagogie, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est presque incontournable. Aujourd'hui, je pense que ChatGPT est un des meilleurs pédagogues qu'on puisse trouver sur cette planète. Il a quasiment la science infuse. Donc, chez Goodvest, on a caressé l'idée, notamment en 2023, lors du boom de l'IA générative, de sortir un chatbot fondé sur l'IA pour donner des conseils personnalisés, parce qu'effectivement, les hommes et les femmes n'ont pas forcément les mêmes attentes et les mêmes requêtes au sujet de l'investissement. On a caressé cette idée et puis finalement, on l'a un peu laissé de côté. Pour une raison très simple en fait, et qui malheureusement se concrétise un peu aujourd'hui. Il y a plusieurs études qui ont été faites, notamment sur l'utilisation des outils basés sur l'IA générative en fonction du genre. Et que ce soit sur les populations plus seniors ou sur les populations plus jeunes, y compris la génération Z, les hommes aujourd'hui sont beaucoup plus friands et testent beaucoup plus les outils fondés sur l'IA. Donc finalement, on vient soulever quasiment un autre problème, qui pas le gender gap, mais du coup un gap technologique à partir de l'IA. Donc je pense que l'IA est un outil absolument formidable et qui peut nous aider, nous, je pense, en tant qu'entreprise du secteur, justement pour améliorer nos approches pédagogiques. Néanmoins, je pense qu'on revient aussi à un concept fondamental qui est qu'aujourd'hui, il y a aussi une problématique d'appétence, et ça, je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'entreprise et en tant qu'être humain de relever ce défi. Peut-être une réaction sur l'IA. Effectivement, l'IA, elle va faire que répliquer et amplifier ce avec quoi on va la charger. Et quand vous regardez les contenus sur Internet, on l'a fait dans le cadre de la préparation du livre blanc, vous pouvez lire sur des sites des acteurs, et c'est fait avec beaucoup, je suis sûre que c'est fait avec plein de bienveillance et plein de bonnes idées. Les femmes ne sont pas compétentes en fait, elles ne sont pas compétentes en finance. Et je sais que je connais les dirigeants des sites sur lesquels on peut lire ce type de propos, elles ne sont pas compétentes, elles ne savent pas trop, et puis effectivement elles sont hyper prudentes. Donc vous mettez une IA là-dessus, elle va vous proposer un bon vieux livret A,
pour allez les filles, livret A, allez, allez. Et puis pour les enfants aussi. Et logique, quoi, évident. Donc il y a ces biais de genre contre lesquels on doit lutter, comme on lutte avec des biais sur les parcours. Nos développeurs, nos data scientists dans nos maisons, c'est souvent des garçons. Donc on va répliquer des parcours qui sont super sympas, des idées qui sont super chouettes, mais qui ont plutôt tendance à amplifier ça. Donc en effet, apprendre, mais avec une éthique pour contrebalancer ces biais de genre un peu fatals. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Arthur. C'est vrai qu'on a, ce qui est important, c'est l'accessibilité à l'information et puis le conseil et la pédagogie. On n'en fait pas suffisamment en intégrant le fait qu'effectivement, il y a des différences, pour le coup, en matière de patrimoine, de constitution du patrimoine, de stratégie d'investissement entre les hommes et les femmes. Et en fait, je me suis amusée avant de venir à la table ronde. Enfin, j'ai regardé un peu le portefeuille de clients de Prévoir. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a alors pour le coup, on n'est pas du tout sur le même type de clientèle. Nos clients n'ont pas de patrimoine, peu ou pas, très peu ou pas de patrimoine. C'est une clientèle plutôt populaire. C'est une clientèle plutôt âgée, en moyenne de 61 ans. Et une proportion un peu plus importante de femmes. Et le modèle de distribution que nous avons, ce sont des conseillers qui se rendent au domicile. Alors, effectivement, des conseillers femmes, on est répartis plutôt sur les régions plutôt semi-urbains ou rurales. Et donc, du coup, les conseillers se rendent au domicile. Et les produits d'épargne qu'on distribue, c'est un contrat retraite et un contrat d'assurance vie, des produits assez simples, hein, pas trop sophistiqués. Et en fait, on s'aperçoit que le temps commercial et le temps de conseil qui est consacré aux clients est très important. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, j'ai regardé un peu le montant de l'épargne mensuelle entre les hommes et les femmes. Et en fait, il était équivalent. Et ça rejoint le fait que quand on a une approche conseil, qu'on est pédagogue, qu'on prend du temps et qu'on consacre ça au niveau du foyer en intégrant toutes les personnes à part entière, ben finalement, on arrive à créer une égalité en matière d'épargne entre les hommes et les femmes. Voilà, je pense que c'était important. On n'est pas sur de la nouvelle technologie, mais peut-être à nous d'utiliser cette nouvelle technologie pour aller plus loin dans notre démarche de pédagogie, de facilitation, de compréhension, d'accessibilité, au même titre pour les femmes et pour les hommes. Merci beaucoup. Comme on doit respecter le timing, on a déjà dépassé d'1 minute, on ne fera pas d'échange avec vous, mais je vous remercie beaucoup déjà pour la préparation, puisqu'on a eu des moments sympas, et puis pour la table ronde, et puis pour les dames qui sont dans l'assistance. Je pense que vous avez plein de beaux sujets de discuter en rentrant ce soir sur l'épargne, et faites attention, regardez bien votre contrat de mariage et tout ça, parce que pour le coup, il y a des grosses inégalités et ça vaut le coup d'y prêter attention. Un grand merci à vous tous. Merci beaucoup, merci à tous. On est presque à la fin de cette très très belle journée pour l'assurance, avec beaucoup d'innovation.